Bien, tout d'abord, bonjour pour tous ceux que j'ai pas vus, c'est-à-dire tout le monde, sauf mon collègue qui m'a passé ce superbe chapeau. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire jusqu'ici, je m'appelle Michael Scherer. Je travaille chez Red Hat. Comme j'ai 1 heure, j'ai prévu de passer une bonne partie à expliquer ma vie et tout ça, parce que cette présentation-là, je l'ai déjà fait à picon.fr à Pau il y a à peu près 1 mois en 20 minutes. Donc je devrais réussir à être beaucoup plus long, beaucoup plus posé, ou peut-être qu'il va juste y avoir 40 minutes de questions, hein, ça dépend de mon niveau de stress. Donc comme je disais, je travaille chez Red Hat en tant qu'administrateur système. Au départ, j'étais administrateur système au département informatique, parce que mine de rien, même chez les éditeurs logiciels, il y a des ordinateurs, il faut des gens pour les gérer, des imprimantes, des gens pour balancer de l'eau bénite dessus pour les faire marcher et ce genre de trucs. Et à peu près il y a 2 ans, j'en ai eu marre de ça, et je suis passé au département engineering à faire de l'administration système encore. Mais au lieu de gérer les clients internes, c'est-à-dire des commerciaux, les RH, les développeurs, ça a été de gérer juste les développeurs externes pour la communauté. Je suis dans une équipe dédiée à ça. On est plus ou moins là pour aider les projets stratégiques de Red Hat. Donc je précise stratégique parce qu'il y a plein de gens qui viennent me demander de l'aide, mais non, désolé, t'as Ruby Gem, c'est pas mon boulot de t'aider sur ça, quoi. Et comme projet stratégique, vous avez des choses comme CentOS. Voilà, j'ai le t-shirt, mais c'est pas moi qui m'en occupe, ce serait trop simple. Il y a déjà 3 admins. Ça va être Fedora. Par exemple, il y a Pierre-Yves qui gère ça, et puis il y a tout le reste. Et tout le reste, il y a une équipe d'à peu près 1 personne, au moins pour l'infrastructure, et c'est moi. Donc par exemple, je m'occupe de gluster.org. Je découvre des VM qui traînent, où il y avait plus que les administrateurs qui avaient des accès. Je récupère des choses où on s'aperçoit que 4 mois après Heartbleed, finalement tous les développeurs pensaient qu'un autre ferait la mise à jour et qu'au final c'est pas arrivé, etc. etc. Et notamment un des projets sur lesquels j'ai bossé s'appelle le projet Atomique. J'essaierai vaguement de définir après, mais comme on a tendance à réutiliser les noms, je suis pas sûr d'avoir exactement compris, parce qu'il y a la ligne de commande, il y a le projet, il y a les variantes, et puis de temps en temps ils mettent ça comme préfixe sur les applications, donc si à la fin vous n'avez pas compris, c'est pas spécialement moi qui est mauvais, c'est juste le nommage qui est compliqué. Et tout ça, c'est un projet autour des containers. Donc d'habitude, j'essaye d'expliquer plus ou moins ce que sont les containers et tout ça. Mais au final, de nos jours, c'est juste Docker à toutes les sauces. Suffit juste de voir le programme aujourd'hui. Il y a une conf sur Docker. Vous allez... je sais pas, j'étais à la conférence Fedora, il y avait une conf sur Docker. J'ai failli aller à Solution Linux, ou le nouveau nom la semaine dernière, pareil, il y avait des confs sur Docker. J'étais à la conférence Debian, des confs sur Docker. À Picon, au Canada, en France, en République tchèque, des confs sur Docker. Donc, c'est un peu le buzzword du moment, qui remplace le cloud, qui était le buzzword il y a 2 ans, qui va remplacer les services oriented architecture, qui était le buzzword il y a 10 ans, qui a remplacé le mainframe, qui était le buzzword il y a 20 ans, et qui a remplacé le feu, qui était le buzzword de la préhistoire. Donc l'important c'est quand même de voir sous le capot, parce que moi j'ai une méthode simple pour parler des containers, il suffit d'aller... alors quand je suis à Paris je parle de Châtelet, mais là on va parler de l'avenue Georges Jaurès, vous commencez à parler de système D, et là vous allez voir les sysadmins qui vont commencer à graviter autour de vous, et puis vous leur posez la question. Statistiquement, il y en a un qui va faire « Ah mais non, mais les containers, moi j'en faisais déjà sur OpenVZ avec LXC avant, Docker, ça sert à rien. » Et puis là, quelque part dans le fond, va y avoir une administratrice... je sais pas, notre truc académique qui va dire « Ah mais non, mais nous, du Jails, on en faisait déjà là. » Et là, vous allez entendre de très loin quelqu'un qui va faire « Mais non, Solaris a tout inventé, vous êtes que des voleurs. » Et puis ils vont commencer à se battre, c'est très intéressant, mais... en pratique, ils ont globalement raison, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire « Docker, c'est neuf », mais techniquement, il y a... Pardon ? N'hésitez pas à faire des remarques, hein. Encore une fois, il y a 1 heure, je vais pas réussir à faire des blagues pendant 1 heure, je veux dire, j'aurais à tenir 45 minutes, mais pas plus, hein. J'ai une limite à ce que je peux inventer. Donc sous le capot, c'est principalement 2 technologies assez récentes, c'est-à-dire qui ont à peu près moins de 5 ans. Ça va être primo, les namespaces. Alors les namespaces, c'est... alors d'habitude, je fais la blague sur expliquer comme dans Matrix le monde qu'on a mis devant vos yeux, mais en fait, ça marche mieux pour la virtualisation. Les namespaces, c'est prendre un process et changer juste une partie de ce qu'il est, de ce avec quoi il interagit. Typiquement, le meilleur exemple, avant les namespaces, c'était chroot. Vous avez votre process et au lieu d'avoir la racine à slash, ça va être à slash var slash empty. Ça, c'est un mauvais exemple parce que ça isole que dalle, on peut en sortir, etc., mais c'est l'idée. Vous pouvez prendre un process, lui faire croire qu'il est dans un
monde particulier pour sa table de process ID, pour le réseau, pour les horloges, pour les IPC, etc., etc. Et il va croire qu'il est complètement isolé, seul dans son monde, etc. Alors qu'en fait, il tourne sur un système classique. Et grâce à ça, vous pouvez prendre par exemple un chroot de Debian, démarrer avec des namespaces, et votre process croira qu'il est dans une Debian, même si vous faites tourner ça sur une autre distribution Linux. Ça, c'est effectivement la première partie. Avec ça, on peut faire des containers qui sont globalement isolés, contrairement au chroot où quand vous faites des signaux plus ou moins au hasard, ils passent. Vous pouvez tuer les process de tout le monde si vous êtes root dans le chroot, vous pouvez en sortir, c'est un peu n'importe quoi. Les namespaces, c'est plus compliqué. Techniquement, ça peut se faire, notamment avec le namespace pour les utilisateurs, où il a été mergé dans le noyau, le lendemain il y avait un CVE, pour dire « Ah, mais finalement, ça isole pas tout ça. C'est bien la peine de faire du code review pendant des mois si au final les gens attendent juste le dernier moment. » Pour faire un peu chier, mais bon, je comprends, je ferai pareil. C'est beaucoup mieux de trouver un CVE que de dire ce serait bien de corriger ça avant que ce soit mergé. Question de gloire personnelle. Et donc, en utilisant les namespaces, vous pouvez effectivement isoler vos process, donc vos containers, s'assurer que chacun a une version différente de la vue réseau, des choses comme ça. C'est pas aussi avancé que des OS que je qualifierais d'expérimentaux, comme le Herd, où finalement chacun peut avoir sa pile réseau différente, où je sais que les BSD font ça, et que des gens utilisent les BSD. Je ne vais pas faire de remarques sur le fait que personne n'utilise de Herd. Mais donc voilà, vous avez vos containers, ils sont contenus. Le plus gros problème, c'est que si vous avez une machine avec 32 Go de RAM, qui est quand même le minimum qui se fait chez certains constructeurs, vous avez votre container qui va pouvoir prendre toute la RAM, et c'est pas toujours ce qu'on veut. Là intervient un deuxième truc, les cgroup, qui doit dater de 2008 si je ne me trompe pas, qui a été poussé par Google, où finalement ils ont repris les concepts qu'il y avait avec Ulimit, mais au lieu de faire ça pour un process, on lui dit « Toi, tu vas pas louer plus de, 128 mégas de RAM en 2008. Là, on va dire, tous ces process-là, je leur donne 2 gigas, et puis ils peuvent forker autant qu'ils veulent, ils pourront pas dépasser ça. Ils se divisent ça avec 1,9 giga pour votre JVM et 100 mégas pour votre Apache, ou 1 giga pour chacun, auquel cas la JVM aura peut-être des problèmes pour tourner. Mais vous pouvez faire ça. Donc les cgroup, ça va permettre, je ne sais pas si le C c'est pour container, mais ça tomberait vachement bien. Oui ? Contrôle. Ah voilà. Donc c'est pour ça que ça tombait pas bien. Sinon j'aurais noté quelque part. Donc ça permet de contrôler les ressources. Donc ça va être la RAM, ça va être le CPU, donc tant de tranches de CPU, ou par exemple 150% du CPU, c'est-à-dire un CPU et 50% du deuxième. Ça va être les accès disques, avoir tant de bandes passantes sur le disque en lecture, en écriture, le réseau, et diverses autres choses un peu plus obscures, desquelles je ne me préoccupe pas en tant qu'administrateur système. C'est pas aussi fin que ce que propose OpenVZ, parce qu'apparemment il y a encore d'autres choses pour ça, mais voilà. Donc à partir d'un namespace et des cgroup, toutes les solutions de containers sous Linux, que ce soit Docker, que je ne présente, je vais pas dire que je présente plus parce que je suis en train de présenter, mais comme Rocket, comme LXC, comme les trucs plus ou moins embarqués avec OpenVZ, avec systemd, avec tout ça, se basent uniquement sur ça. Alors la différence entre un container et une VM, c'est que déjà c'est pas une VM. Je dis ça juste parce que je l'ai marqué. C'est-à-dire qu'une VM, vous allez avoir le système complet. Ça démarre sur un noyau spécifique avec du matos qui va être émulé ou partagé avec des fonctionnalités spéciales. Vous pouvez démarrer un Windows sur un Linux, vice-versa. Vous pouvez faire du Windows sur du Windows, mais bon, je vais pas juger vos goûts. Mais voilà, un container, c'est pas ça. C'est-à-dire que vous démarrez un Linux, ça va le démarrer sur un Linux. Il y a quelques trucs plus ou moins expérimentaux avec des gens qui compilent des noyaux NetBSD sous forme d'un truc userland pour le démarrer ou des choses comme ça. Ça marche, mais de la même façon que ça marche de compiler un Linux en user space pour le faire démarrer sur une émulation Wine ou ce genre de truc. Enfin, c'est pas très propre, c'est pas de la prod. Ce que vous devez retenir, c'est que c'est juste en user space, vous n'avez aucune séparation. Le kernel est partagé, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Alors ensuite, c'est que c'est pas non plus un VPS. Un VPS, c'est un Virtual Private Server. C'est globalement, quand vous voulez réduire le prix pour vos clients, vous êtes hébergeur, au lieu de leur filer une VM à chacun, voilà, ça consomme de la RAM, vous leur filez juste effectivement un container. Alors, l'idée, c'est que les containers tels qu'on les voit avec Docker et tels que je vais en parler dans cette présentation, c'est de ne pas faire des VPS. C'est-à-dire que vous n'avez pas juste un espace et puis vous faites tout un tas de choses. L'idée, c'est vraiment de partir sur une architecture de microservices
Alors, il n'y a rien de mal à vouloir faire ça, hein. Typiquement, Canonical propose ça avec LXD. C'est effectivement beaucoup plus simple pour les gens parce qu'ils comprennent directement comment ça marche. Pour les admins, vous n'avez pas besoin de formation, ils se connectent au SSH, ils déploient tout ce qu'il faut. Et je pense que quelque chose qui est utilisé par tout un tas de hosters autour du monde pour finalement proposer des sites web, on ne peut pas dire que ça ne marche pas, parce qu'en pratique, ça marche. OVH, je ne sais pas combien de millions de chiffres d'affaires, ils font leur beurre avec ça en partie, ok, ça marche. Donc vous me dites, ok, mais si c'est pas des VPS, alors que les VPS c'est des containers, et si c'est pas des VM, alors que les VM on les utilise, c'est quoi l'apport de Docker? Bien, je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que ça me donne une très bonne transition. Le principal intérêt de Docker, c'est pas la technique. La technique, encore une fois, c'est des trucs qui remontent jusqu'à Solaris, et je suis à peu près sûr que si on va regarder sur les fonctionnalités d'AS400 ou les trucs d'IBM des années 70, il y avait déjà ça. Quelque part, le fait d'avoir plusieurs process, avec une mémoire isolée, c'est déjà ça. On met des containers sur votre processeur. On se contente juste de réinventer la roue. Non, ce qui est intéressant avec Docker, c'est qu'il vient avec un format d'image. Je ne sais pas si des gens ont déjà fait du LXC, mais LXC, pour pouvoir déployer quelque chose, il fallait commencer par créer créer une installation dans un dossier, comme avec un chroot. Et l'installation de ce dossier, ça venait avec un script bash. Alors quelquefois, c'est facile, vous voulez faire une Ubuntu sur une Ubuntu, hop, vous avez la commande apt-get, vous lui dites installe ça là, ça va gérer ce qu'il faut, ça va prendre en compte le fait que c'est installé sur un système. Puis ensuite, les choses se corsent quand vous voulez autre chose. Voilà, vous voulez installer une Mageia. Alors ça va pas marcher avec apt-get, donc vous commencez par télécharger, le script va sans doute aller charger les RPM, il commence à les transformer en RGZ, il les ouvre. Là, les scripts ne sont pas lancés, donc il va falloir corriger à la main, rajouter les devices, rajouter des choses comme remplir le resolve.conf, etc., etc. Une fois que vous avez fait ce boulot, 6 mois ont passé, il faut recommencer à zéro. Et puis, si vous êtes assez rapide, vous avez l'habitude, les gens vont vous demander une autre distribution. Comme ça dépend de la distribution de base et de la distribution destination, la matrice combinatoire explose. Et donc, au final, la plupart du temps, c'était ma distribution installée dans un container et basta. Là, avec Docker, c'était standardisé sur un format. Je pourrais me connecter à un serveur, faire un Docker pool Ubuntu, et même si le serveur c'est une CentOS, ça devrait tourner. Il y a peut-être de temps en temps quelques trucs dans les coins qui vont coincer, mais ça je reviendrai plus tard. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir faire mes modifs. Donc je suis développeur, j'installe quelques trucs en PHP, je teste, ça marche. Et je peux renvoyer les modifs à travers le format d'image et les publier sur un registre public, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de soucis, pareil, sur lesquels je vais revenir. Et l'idée de pouvoir finalement prendre directement du portable du développeur de votre startup pour mettre directement en prod, ce qui est un peu ce qu'on fait sans arrêt, hein, ça marche chez moi, donc hop, je le pousse, c'est ce qui a fait le succès de Docker. Le deuxième point, c'est effectivement, ça apporte des systèmes immutables. Alors j'ai regardé immutable, contrairement à ce que OpenOffice me dit, c'est un mot français. L'idée c'est vous touchez plus à vos machines en prod, c'est-à-dire que vous avez votre cluster de 50 machines, vous n'allez pas vous connecter pour rectifier un truc. Vous voulez faire quelque chose, vous redéployez de zéro. Il y a le moindre problème, vous effacez la VM et vous repartez. Tout à l'heure, Adrien parlait d'applications faites pour le cloud, c'est dans ce genre d'idée. Je vais poser le chapeau parce que j'ai l'impression qu'il est à l'équilibre sur ma tête. Et tout ça, ça apporte pour moi plein d'avantages. Le fait que vos machines peuvent être en read-only. Donc votre WordPress mal sécurisé, le pirate ne peut pas commencer à mettre son script PHP pourri n'importe où. Bon, il faut qu'il le mette à un endroit particulier. En général, ils sont assez malins pour le faire, mais on pourrait imaginer que pour une application simple, il n'y a rien en lecture, rien en écriture. Rien en lecture, c'est beaucoup plus sécurisé, mais beaucoup moins utile. Donc les avantages, effectivement, pour les devs, c'est d'avoir exactement la même chose que la prod. Savoir si la prod est exactement la même chose que ce que le dev a est un exercice. Enfin, ça dépend du sens, comment vous démerdez. Ce qui est quand même pratique, parce que moi, avant de bosser chez Red Hat, j'étais dans une startup. On avait des appliances, et chacun développait sur son truc. Et puis moi j'avais une Mandriva, j'avais une version plus récente de PQT, puis les autres avaient des Debian Unstable, et finalement, personne n'avait la même chose que notre appliance. Donc ça marchait sur tous nos portables, mais ça marchait jamais sur le truc qu'on vendait aux clients. À partir de là, effectivement, c'est peut-être pour ça que la boîte s'est cassée la gueule, mais il n'y avait pas que ça. Et pour les administrateurs système, ce qui est pratique avec un système comme ça, où finalement vous faites des snapshots et vous vous mettez à jour, c'est que vous pouvez revenir en arrière.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir en arrière sur des paquets, mais c'est non trivial. Parce que dès que vous commencez à faire des modifs avec des scripts, c'est bon, c'est foutu. Le script peut faire n'importe quoi, peut faire des trucs qu'on ne peut pas revenir en arrière. Là, vous distribuez juste des images, vous voulez revenir en arrière, vous redémarrez sur l'ancienne image. Un peu comme ce que vous faites avec vos téléphones, avec des firmware ou n'importe quoi d'autre. Ou justement avec Git. Donc, le déploiement simple avec Docker, c'est pas compliqué. Tout d'abord, il faut installer Docker. Dieu merci, il est dans la plupart des distributions. Si vous apercevez que vous avez une espèce de doc pour votre interface graphique, c'est que vous n'avez pas pris le bon paquet. Parce qu'il y avait déjà un projet qui s'appelait Docker avant que Docker s'appelle Docker. Ensuite, il faut le démarrer. Le démarrer, en général, c'est pas dur. Il y a un script de démarrage, une unité systemd ou ce genre de choses. Il faut juste penser à le faire. Une des caractéristiques de Docker par rapport à la concurrence comme Rocket ou systemd ou d'autres, c'est qu'effectivement, il y a besoin d'avoir un démon. Mon téléphone, non, c'est pas le mien. D'avoir un démon qui répond à des API REST. Et bon, vous le démarrez. Ensuite, faut commencer à faire des choses. Alors, soit on commence à récupérer une image, si on veut la modifier. La méthode la plus propre, c'est de commencer à écrire un Dockerfile. Donc, un Dockerfile, c'est plus ou moins un format de paquet. Je n'irai pas jusqu'à dire mieux fait, parce que je pense que c'est pas mieux fait, mais fait différemment. Dans le sens où vous allez dire, bon, mon image, elle va dériver de telle image de base, les images de base qui proviennent justement du fameux registre, ou d'un tar.gz que vous avez fourni à votre propre registre. L'idée, c'est de copier les images à gauche, à droite, en local et ce genre de choses. Et je vais faire tel modif. Donc tel modif, ça va être, je vais rajouter ce fichier du répertoire courant et le mettre dans l'image. Je vais lancer cette commande à l'intérieur des choses, par exemple à yuminstall, à apt-get-install, à rm-rf / ce que vous voulez. À chaque fois qu'il fait une modification, il va prendre un snapshot de l'image, ce qui fait que si vous faites une modif à la fin, vous n'avez pas besoin de tout refaire. Et ce snapshot-là est stocké, ce qui permet également de transférer les choses de manière efficace, parce qu'il stocke que la différence. Et effectivement, là se pose déjà la première question de qu'est-ce qu'on met dedans. Parce que le registre Docker, c'est bien beau, mais télécharger.com, c'était aussi vachement bien beau. Vous avez des choses intéressantes sur télécharger.com, vous avez VLC, vous avez LibreOffice, et vous avez le guide du LogDoc Roussillon 2015 qui vous installe des malwares, ou les meilleurs cassoulets de Toulouse qui vous épient et puis qui commencent à envoyer vos contacts. Donc, on a un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc, de la même façon, il faut faire gaffe. Vous n'allez pas vouloir télécharger une application web PHP pour trouver votre cassoulet à Toulouse sur le registry Docker. En général, ce qu'on fait, les gens mettent en place effectivement le build lors d'un commit. Comme votre Dockerfile est un fichier, ça peut être mis dans Git, dans CVS ou ce que vous voulez. Hein. L'idée, c'est d'avoir un système, dès que vous faites un commit, hop, qui va déclencher le build. Alors ça tombe bien parce que il y a un service sur GitHub qui fait ça. Vous inscrivez sur GitHub, vous inscrivez sur le registre Docker, vous reliez les deux. Paf, dès que vous committez, il va tout faire, toutes les choses, par les ressources sponsorisées de Docker Incorporate. Et se pose ensuite la question, finalement, de la mise à jour du container. C'est que vous l'avez déployé, ok, il est sur le registre. Maintenant, vous vous êtes aperçu que durant les 6 derniers mois, il y avait eu à peu près 45 failles dans OpenSSL, 35 dans GNU-TLS et 2 dans Bash. Bon, on dit, ce serait peut-être bien de publier une nouvelle version. Eh bien, ça, vous ne pouvez pas, parce que le container, il est en read-only, vous ne pouvez pas juste vous connecter... Enfin, vous pouvez, mais c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Vous pouvez vous connecter par SSH. Mais voilà. Donc, la solution, c'est de faire une nouvelle version, donc de redemander un build, de le redéployer, et de tuer le container existant et de le relancer. Parce qu'il y a plusieurs problèmes, c'est-à-dire que si vos données étaient à l'intérieur du container, au revoir. C'est un petit peu comme de la RAM. Hein. Je veux dire, mon colocataire travaille dans une grande institution étatique de recherche et m'a raconté que pour leur firewall, ils les avaient mis entièrement en RAM. Ouais, c'est vachement bien. Et puis la config également. Et la base MySQL des utilisateurs aussi. Et c'est quand ils se sont aperçus qu'au reboot, ils avaient perdu les congés de tout le monde qu'ils se sont dit que peut-être il fallait réfléchir un petit peu à ça. Donc voilà, ne faites pas ce genre de conneries, parce que sinon les gens sont vachement mécontents quand ils ont perdu leur congé. Ne le faites pas. Donc en général, on veut aller au-delà de ce modèle-là. Donc l'exemple le plus classique, c'est que vous avez du code non libre. Je pense que la plupart des gens ici travaillent dans des boîtes, soit comme développeurs, soit comme administrateurs.
Et peut-être que votre patron a dit je vais pas publier le code pour tout le monde. Donc allez chez GitHub pour le publier pour tous, non, ça va pas. Même si vous changez le nom de la boîte, les gens vont le réutiliser, vont trouver des choses. Alors ça tombe bien, vous pouvez payer GitHub. Ensuite, une fois que vous avez le code, un truc privé, vous pouvez pas le publier sur le registre Docker. Parce que pareil, c'est public. On veut pas que vos secrets industriels de comment trouver des cassoules à Toulouse se retrouvent à tout vent. Donc voilà, vous commencez à payer Docker, etc., etc. Donc peut-être que vous voudriez le stocker chez vous, peut-être que vous voulez faire les choses autrement. De la même façon, il y a la problématique de la distribution des secrets. Alors les secrets, ça va aller de votre clé d'API Amazon EC2 à votre certificat SSL. Alors le certificat SSL, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi vous voulez pas qu'il soit sur un registre public ou stocké dans Git. Hein. Il y en a suffisamment qui sont déjà là. La clé d'Amazon EC2, c'est pareil. Il y a des gens qui regardent GitHub, qui trouvent des clés Amazon EC2, qui lancent 1 millier de trucs pour faire du Bitcoin, et puis le temps que vous vous réveillez, paf, vous avez dépensé 10 000, et puis quelqu'un d'autre s'est enrichi. Et genre, c'est en 24 heures. Hein. EC2, c'est assez rapide, vous lui demandez 10 000 machines, il est fait dans la minute. Donc pour ce genre de raison, vous voulez peut-être pas committer vos secrets dans un dépôt Git ou ce genre de choses qui pourraient potentiellement être publiques. Alors j'ai expliqué toute la problématique du stockage persistant. Hein. Idéalement, vous voulez que ce soit en dehors du container, ou si c'est dans le container, de telle façon que les choses ne disparaissent pas. Parce que les congés des collègues, ça va, mais quelquefois ça peut être des trucs vraiment importants, genre les commandes des clients, la liste des restos de cassoulet, etc., etc. Quand on parle typiquement des microservices, peut-être que vous voulez plus qu'un container, donc un frontal, voire 2 frontaux, une base de données, un index de recherche solaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez suffisamment de développeurs, vous pouvez faire une architecture complexe à souhait. Plus elle est compliquée, moins vous avez de chances de vous faire virer, hein, je tiens quand même à le rappeler. En tant que sysadmin aussi, mais les développeurs également, si t'es le seul à comprendre ce service en Fortran qui a été écrit, ok, on n'a pas le choix, ça rend juste pour qu'il soit critique et c'est bon. Donc effectivement, tout ça, c'est toutes les architectures de microservices, avec comme service chaque fois un composant, un container Docker. L'idée, c'est encore une fois de ne pas avoir tout dans un seul composant, mais d'avoir un Docker pour MySQL, un Docker pour le frontal, etc., etc. Il y a aussi toutes les problématiques de scaling. Tout d'un coup, il y a tout un tas de gens qui viennent pour Toulouse, capitale du libre. Ils vont tous sur votre site web pour trouver du cassoulet. Hop, il faut gérer l'afflux. Ou vous avez un site de e-commerce, Noël, comme tous les ans, ça tombe en décembre. Comme tous les ans, les gens vont attendre le 23 pour faire des commandes. Hop, vous devez gérer le scaling. Donc, vous avez toutes les problématiques de déployer ça. Donc une fois que vous avez plein de containers, ça ne va pas être question de les déployer un par un à la main. Je veux dire, ok, ça crée de l'emploi, mais pourriez passer ce temps à faire autre chose, jouer à Quake, troller sur Linux FR, faire les deux en même temps. Vous devez également gérer la communication entre les containers. C'est bien beau d'avoir des microservices, mais on part du principe qu'ils sont quand même censés se rendre service, quoi. Donc pour ça, il faut qu'ils communiquent. En même temps, on ne veut pas qu'ils communiquent avec n'importe qui, n'importe comment. Pareil, on veut aussi qu'ils communiquent avec l'extérieur, pour des raisons évidentes, pour qu'on puisse utiliser votre système. Et mon dernier, celui que tout le monde oublie, la centralisation des logs, parce que quand vous avez vos 50 containers, trouver ce qui ne va pas, se connecter un par un sur les containers pour gripper les logs, c'est pas exactement l'idée que je me fais d'une bonne journée de travail. Et donc tout ça, on arrive aux besoins d'orchestration au-delà de juste Docker. Et ce qui est vachement bien, parce que des confs sur Docker, il y en a des tonnes, des confs sur au-delà, il y en a vachement moins. C'est pour ça que je me retrouve à les faire. Donc le premier exemple, c'est que Docker, donc Docker la boîte, parce que Docker avant s'appelait Dot quelque chose, Dot Cloud, ouais, portait un autre nom, et puis quand ils ont vu que c'était pas leur service de passe qui marchait, mais Docker, ils ont fait on se renomme en Docker Incorporate. Ils ont eu des financements, parce que c'est la Silicon Valley, il suffit juste d'avoir une bonne idée et puis les gens vous balancent de l'argent. Il y a un très bon documentaire sur HBC qui s'appelle Silicon Valley justement à ce sujet, en plusieurs saisons. Ils ont racheté, alors ils ont pris des ingénieurs pour coder Swarm, qui va être finalement un démon Docker modifié pour parler sur plusieurs machines. Vous parlez comme si c'était en local, mais en fait c'est dans le cloud, c'est magique. Et ils ont racheté une boîte qui s'appelait, alors je sais plus comment s'appelait la boîte, mais elle faisait un produit qui s'appelait Fig. Qui est devenu Docker Compose, où finalement vous décrivez votre architecture avec des fichiers YAML, et par magie, il va télécharger ce qu'il faut, connecter ce qu'il faut, etc. etc. C'est extrêmement simple, j'ai commencé à m'en servir, je suis tombé sur un bug,
Bon, mais à part le bug qui est déjà documenté et qui a l'air effectivement compliqué à corriger, ça marche bien, quoi. Pour des choses finalement classiques et même un peu compliquées, c'est bon. À côté de ça, je parlais de Google et tout ça, mais d'autres géants du web comme Facebook. Facebook utilise des containers, Google utilise des containers, Twitter utilise des containers et se sont basés sur Mesos, qui a été créé en 2009, je crois. C'était un projet académique. En fait, mon hypothèse, c'est que comme Google a embauché beaucoup de doctorants en informatique, ils ont repris à fond tout ce qui a été fait dans le monde académique, où ils sont bien en avance à ce niveau-là avec tout ce qui est HPC, calcul haute performance, etc., etc. Et donc ils ont repris ce genre d'idée pour gérer leur infrastructure. Et la Silicon Valley étant ce qu'elle est, et finalement les gens n'ont pas envie de bouger parce que c'est au soleil, mais ils sont prêts à aller à l'immeuble d'en face si on leur donne des stock options, toutes les idées qui étaient développées chez Google se sont retrouvées chez Facebook, par le biais des migrations d'ingénieurs au fur et à mesure des IPO, et chez Twitter. Et donc Twitter s'est basé sur Mesos, Aurora et Marathon. Donc Mesos va être un orchestrateur d'orchestrateurs, vous avez de l'Hadoop, vous avez du Spark. Bon, les deux équipes ne sont pas là en même temps. Par exemple, il y en a une qui est un colloque sur la culture des cacahuètes en Argentine. Voilà, les ressources sont inutilisées. Les autres veulent faire des calculs, hop, ils peuvent les prendre. C'est à peu près ce que fait Mesos, si je ne me trompe pas. Aurora va se mettre par-dessus et fournir effectivement la gestion de containers. Et Marathon fournit un pass par-dessus tout ça. Alors, j'ai vaguement révisé ce matin, mais il est possible que j'ai dit des erreurs, donc je vous invite quand même à regarder. Et le dernier, ça va être Kubernetes et OpenShift, contrairement à ce que je disais dans ma présentation sur Atomic. Donc, je vais d'abord parler de Kubernetes, qui est, vous le saurez, du grec pour dire navigateur. C'est toujours bien caser ça dans une discussion. Qui a été écrit par Google, qui était inspiré de leur système actuel qui s'appelle Borg, parce qu'ils se sont dit que, quitte à faire les grands méchants, autant avoir des noms de systèmes qui correspondent. Borg qui permet effectivement d'orchestrer tout leur déploiement, la mise en production, etc. etc. Borg qui a succédé à quelque chose qui s'appelait Omega, et je pense qu'avant ils n'en parlaient pas, ou ils n'avaient pas des présentations en disant c'est trop bien mais je ne peux pas vous en parler. Typique des mecs de Google. Le créateur de Borg était à Paris et il a fait exactement ça. Il a montré un superbe slide, il a fait voilà, ça c'est Borg, tout le reste je voudrais bien pouvoir vous en parler mais je ne peux pas, venez bosser chez nous. Donc les concepts sont à peu près, il y a un certain nombre de concepts, il y en a plein, mais j'ai vite listé les trucs les plus courts. Donc la première idée, c'est les pods. Un pod, c'est un groupe de containers. Votre application, l'application qui sert de fil rouge, trouvez les cassoulets à Toulouse, ce serait effectivement un pod. Vous allez avoir un container pour le proxy TLS devant, un container derrière, par exemple du PHP. C'est toujours une bonne idée de séparer la gestion TLS de la gestion du code, surtout quand on embarque le code dans le process Apache, comme c'est typiquement fait. Vous allez avoir une base de données derrière, peut-être même deux si vous avez envie d'avoir du MySQL et du PHP. Avoir quelque chose pour faire des recherches, un index Lucene, peut-être des choses pour de l'analytics, etc., etc. Donc tout ça, ça va être des containers séparés, vous allez les rassembler dans un pod. Le pod, application recherche de cassoulet. Alors le problème, c'est qu'effectivement, jusque-là, on n'a pas dépassé ce que fait Docker Compose de base. Un autre concept, ça va être le Replication Controller, c'est-à-dire que voilà, votre application c'est ça, mais vous ne voulez pas juste la déployer, vous voulez vous assurer qu'elle marche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, beaucoup trop d'années pour que je sois prêt à l'admettre, IBM travaillait sur l'informatique qui se répare toute seule, etc. etc. C'est exactement ça. L'informatique qui se répare toute seule, c'est des services qui se relancent quand ils sont down. Bon, maintenant que c'est dit comme ça, c'est pas très sexy, mais vous êtes sur le cloud, quelqu'un fait une mise à jour, relance le nœud compute, vous avez la moitié de votre pod qui était sur ce nœud-là et l'autre moitié sur un autre. Leur application de contrôleur va faire on m'a dit qu'il fallait 3 serveurs web et là j'ai beau en compter 15 fois, j'en vois qu'un. Bon, je vais redémarrer 2. Et puis si les autres reviennent, je me contenterai de les effacer. Donc le replication controller va faire ça. Vous lui donnez l'état et il s'assure que cet état soit fait. Je ne sais pas quelle est la granularité, mais il réagit très vite, genre de l'ordre des 5 ou 30 secondes. Et de la même façon, tout d'un coup, Toulouse Capitole du Libre arrive, vous lui dites, au lieu d'avoir 5 frontaux, maintenant tu passes à 50, parce que je sais qu'il va y avoir plein de gens qui vont venir pour regarder où trouver des cassoulets.
Et une fois que Toulouse Capitole du Libre est fini, bah, hop, vous repassez à 5 parce que mine de rien, c'est le cloud et on paye à l'utilisation. C'est vachement bien de garder ça en tête. Et un concept qu'il faut retenir, c'est également le concept de label. J'ai pas de transition, c'est juste que tous les objets au sein de Kubernetes peuvent avoir un label. C'est juste du clé-valeur. Et ça sert pour désigner, par exemple, tous les containers de votre frontal web vont avoir le label frontal web. C'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que ça permet effectivement déjà avec tout ça? D'avoir la redondance. Parce qu'effectivement, vous lui dites démarre-moi 3 containers. Les 3 containers sont démarrés à l'identique, vu que c'est des images Docker. Ils sont redondants. Il y en a un qui tombe, c'est pas grave, le trafic peut être pris par les autres tel quel. Ce qui n'est pas exactement le cas quand on fait les choses comme avant, avec des trucs installés à la main, avec des distributions différentes ou ce genre de choses, enfin des infrastructures complètement dégueulasses, comme on en faisait il y a peut-être pas si longtemps. Le réplication controller va également gérer l'upgrade. Donc voilà, il y a une nouvelle version. J'ai mes 5 containers et les upgrade un par un. Il les upgrade pas les 5 en même temps parce que sinon il n'y a plus personne qui répond à ça. Puis il les upgrade, on peut faire des choses comme en upgrader que la moitié, regarder comment ils réagissent et puis faire 1 heure après la suite ou des scénarios complexes. Et il se charge également de faire la répartition de charge, c'est-à-dire s'assurer que tout ne va pas toujours sur le même, répartir avec du round robin, tout ce qui est plus classique. Donc ça c'est pour les trucs de base. Ouais, vous me dites, ok, mais à partir de là, comment je sais quel est le container à contacter, comment il communique avec l'extérieur? Je vous remercie encore une fois d'avoir posé cette question. Là, on a le concept de service. Alors un service, c'est juste écouter sur un port, c'est-à-dire voilà, j'ai ce service-là, il va écouter sur le port 443, et toi tu vas le mapper sur les containers qui ont ce label, le label TLS Proxy, et lui-même il va être configuré pour aller sur tel IP, tel port, où il va y avoir un autre service qui va le faire communiquer avec les frontaux web, etc., etc. Si jamais il y a quelque chose qui change, le service ne bouge pas, c'est Kubernetes qui va se charger de changer tout seul les règles firewall ou les règles HA proxy ou tout un tas de choses. Donc ça permet effectivement la communication avec l'extérieur. Et ça, c'est globalement à peu près plus ou moins ce que vous pouvez savoir de base depuis le tutoriel pour pouvoir déclarer être expert Kubernetes pour une SS2I moyenne. Donc tout ça, ça se configure comment de façon déclarative. Vous pouvez le faire en utilisant les API en ligne de commande, mais ce que les gens de Google se sont aperçus, c'est que mettre tout de manière déclarative permet de gérer ça avec Git, permet de copier-coller et dire ce qu'on a fait, et finalement de gérer les changements. Donc tout est fait avec un fichier soit en YAML, si vous avez bon goût, soit en JSON, si vous êtes légèrement masochiste. Je pense qu'il y a peut-être aussi des gens qui doivent le faire en XML, mais ça c'est vraiment le niveau au-dessus. Et donc vous déclarez à quoi va ressembler votre pod, vous dites à la ligne de commande, tiens, prends ce fichier, et hop, il le passe à Kubernetes, et Kubernetes fait de la magie, ou parfois fait n'importe quoi parce que vous lui avez donné n'importe quoi, mais on peut pas blâmer le logiciel pour ça. Alors ensuite, quand on va aller au-delà de ça, j'avais quand même listé tout un tas de problèmes, et vous avez le problème du stockage. Encore une fois, vous voulez stocker les choses, si ça marche pas avec les containers comme on le croit, quelle est la solution magique? Alors pour ça, il y a le concept de volume dans Docker. Finalement, un volume, c'est un répertoire, et tout ce qu'il y a dans le répertoire est sur une partition à part ou sur une abstraction logique. Donc ça supporte des choses comme Gluster, ou ça peut être du NFS, ou ça peut être directement monter une partition sur du RDB, ou ça peut être juste un répertoire sur votre machine parce que vous voulez faire des tests. Il y a des tonnes et des tonnes de choses. Au sein de Kubernetes, ça se présente sous forme de 2 objets. Le premier, c'est le fait de déclarer des volumes persistants. En tant qu'administrateur, vous déclarez que voilà, j'ai ce répertoire-là, il est sur mon SAN, sur le cloud, sur n'importe quoi. Et c'est un volume persistant, je ne le ferai pas disparaître comme ça, je sais qu'il existe, tu peux stocker tes données dedans. De l'autre côté, du côté de votre pod, vous lui dites, moi, je fais un pod MySQL, j'aimerais bien avoir un volume, si possible, d'une dizaine de gigas, parce que c'est à peu près ce que je pense que je devrais avoir, et puis je le montrer sur Varlib MySQL, Kubernetes, est-ce que tu peux me passer quelque chose? Et là, Kubernetes fait, oui, bien sûr, parce que j'ai le volume persistant de tout à l'heure, et paf, et les relie. C'est magique, c'est simple. Quand votre container MySQL disparaît, il en remet un autre, et lui redonne exactement la même chose.
Donc ça permet effectivement de faire des mises à jour, etc. etc. Alors c'est pas magique, hein. Vous faites une mise à jour de MySQL vers une nouvelle version, c'est pas compatible binairement, c'est pas compatible binairement, tant pis. De la même façon, ça convertit tout seul, vous voulez revenir en arrière, non, s'il n'y a pas de mise à jour de migration des données, il n'y a pas de migration des données. Ça ne résout pas encore tout ce genre de problème. Je parlais également des secrets. Comment vous faites pour distribuer votre config, votre clé TLS? Vous utilisez les secrets, c'est-à-dire que vous ne le committez pas dans Git, où vos développeurs vont pouvoir le faire à partir de leur portable qui va se retrouver volé ou oublié dans un métro. Hein. Je veux dire, tout exemple qui serait déjà arrivé à des services secrets britanniques serait purement fortuit. Ça utilise les volumes, c'est-à-dire que les secrets vont apparaître sous forme d'un dossier particulier avec un fichier qui contient le secret. Donc ça va être la clé d'API Amazon, ça va être votre certificat SSL. Ça va être monté à un endroit qui est documenté, qui est connu, mais pas suffisamment connu pour que je puisse le mettre sur les slides et m'en souvenir. C'est dans la doc. De la même façon, vous avez la problématique de gestion du réseau. Tout ça, c'est entièrement géré par Kubernetes. Dans les premières versions, il avait besoin de faire en sorte que tout soit sur le même réseau local. Je pense que c'est une contrainte qui a été finalement retirée. Maintenant, il arrive à faire plus ou moins certaines choses avec des systèmes de SDN. On commence à atteindre la limite de ce que je me souviens. Je laisse ça comme exercice pour les gens qui m'écoutent. Et ensuite, se pose effectivement la question de gérer les upgrades à partir de votre code, etc. etc. Parce que c'est bien beau d'avoir un site web, mais à un moment, les développeurs, on les laisse tout seuls avec un portable. Ils transforment de l'électricité, du café en code qui marche. Et le code qui marche, il faut en faire quelque chose. On peut le stocker de côté, hein, mais l'idée, c'est quand même de leur faire du boulot. Donc là, on arrive sur globalement la dernière partie, sur OpenShift V3. Alors je précise le V3 parce que la version 2, c'était du Platform as a Services en Ruby et Bash, qui marchait très bien, mais qui était un petit peu compliqué à mettre en place. La version 3, ils ont décidé de dire que Ruby, c'était plus à la mode. Ils ont tout refait en Go. Ils ont dit que finalement, se limiter juste au web... techniquement, ils pouvaient faire autre chose que du web. J'ai des collègues qui ont écrit des blog posts sur comment faire tourner Minecraft sur notre infrastructure. C'était pas vraiment la meilleure des façons, mais voilà, c'est comme faire tourner Minecraft sur Heroku, sur Multimania, ou sur n'importe quoi, ou sur Apache. Ils auraient réussi à le faire, mais voilà. Donc là, maintenant, ça gère complètement les containers. À la base, ils ont commencé à faire les choses à côté. Puis Google a dit, on va faire Kubernetes. Et puis là, on a fait, ok, on va pas commencer à essayer de faire un projet concurrent. Ça a l'air d'être libre. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc, ils ont fait une surcouche à Kubernetes. Alors, je dis surcouche, mais c'est pas vraiment une surcouche parce que c'est du Go. Et en fait, c'est plus compiler le code de Kubernetes, de TCD et d'OpenShift dans un seul gros binaire. C'est-à-dire, au début, je pensais que c'était une blague, mais non, il y a juste un fichier qui est un binaire qui va tout faire. Bon, je ne vais pas commencer à discuter de ça. Je ne suis pas un meet-up Golang, sinon je les aurais déjà trollés. Ce que ça propose, c'est déjà une interface web. L'idée, c'était quand même un mariage, ou c'est peut-être les gens qui sont contents de l'interface web. Donc ça propose une interface web où les développeurs peuvent arriver, peuvent dire, voilà, moi je veux déployer ça, ça et ça, et tu vas prendre le code source Git depuis cet endroit-là. Les opérateurs peuvent dire, moi je vais configurer ça, ça et ça. Ça évite de se taper la ligne de commande parce que finalement tout le monde n'est pas forcément à l'aise. C'est plus sympa pour les graphiques aussi. J'ai pas pris. Si vous allez sur le site web, il y a la version 3.1 qui est sortie, vous verrez des jolis camemberts. Comme le disait Adrien, c'est vachement bien d'avoir des choses qu'on puisse montrer à notre management, même si c'est des graphes qui correspondent à rien dans la réalité. Je l'ai déjà vu en pratique. Genre où on était en train de grapher, on croyait qu'on graphait la mémoire d'un serveur, mais en fait on graphait le pointeur SNMP, donc ça faisait ploup, 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 et pendant 6 mois, personne n'a rien vu, jusqu'à ce que je fasse même. Il y a un problème là. Et effectivement, le fait qu'il y ait un graphe avec des valeurs aléatoires et aucune unité, ça ne posait de problème à personne. C'était joli, ça rentrait dans les rapports, parfait. Donc une interface web, ça permet d'avoir des choses à montrer. Mais pour les développeurs, le truc le plus important, c'est que ça embarque un système de build complet. Donc ça va être plutôt un système de CI/CD, donc d'intégration continue et de déploiement continu. Ouais, le développement continu, c'est autre chose. C'est les développeurs qui ont fait tout ça. Alors le fonctionnement, globalement, il va surveiller un registre. Donc soit le registre
public de Docker, soit le registre certifié entreprise ready qu'un constructeur, qu'un éditeur logiciel au chapeau rouge au hasard pourrait proposer, mais également les concurrents, ou votre propre registre. Il y a des boîtes suffisamment grosses pour pouvoir gérer ça. Il va surveiller les modifications, et dès qu'il y a une modification, il va faire « Ah, bah, tiens, il y a une nouvelle mise à jour de mon container Debian, peut-être que je devrais recompiler tous les containers basés sur Debian. » Il les recompile tous, et puis il va recompiler ensuite tous les containers basés sur les containers qui étaient basés, et ainsi de suite. Ce qui permet d'avoir des containers à jour. Ça permet également de rentabiliser votre infrastructure en passant le temps à compiler, mais de la même façon, il va surveiller votre dépôt Git. Peut-être autre chose que Git est supporté, mais... bon, je ne veux pas attrister, il n'y a pas de développeur Mercurial ce coup-ci dans la salle, mais quand même sans doute pas grand monde qui utilise Mercurial. Il n'y a personne qui va utiliser CVS pour ça, mais voilà, il va surveiller votre dépôt de code. Dès qu'il y a une modif, il va faire hop, je récupère ça, je fais des tests. Si les tests sont concluants, ce qui implique déjà qu'ils soient écrits, ce qui n'est pas forcément non plus gagné, je commence, je rebuild, il y a une nouvelle version, je déploie. Alors le jeu déploie, bon, ça dépend comment vous voulez faire. Si vous avez dit, hop, dès qu'on commit, on le pousse en prod, il le fait. Si vous voulez le faire pousser une semaine, il le fait aussi. Si vous voulez que ce soit les administrateurs qui déploient quand ils veulent, ils le font. Vous avez effectivement complètement le choix. Donc rolling update, intervalle régulier. Ce que propose également OpenShift, ça va être des templates de déploiement. Vous voulez pas... Alors, d'un côté, c'est bien quand les développeurs ont la liberté. De l'autre, si c'est pour obtenir le dernier framework à la mode sur Hacker News toutes les semaines, c'est pas forcément ce que vous voulez gérer en prod, surtout si vous devez le gérer pour un bon bout de temps. Donc vous pouvez avoir un certain nombre de templates de développement pour dire, voilà, quand tu crées un projet, ça va être un projet avec cette version de MySQL, ce container-là, etc., etc. Vous pouvez gérer les stacks disponibles. Et c'est là où on arrive globalement au slide que j'ai fait ce matin, pour pouvoir réussir à tenir sur 1 heure au lieu de 20 minutes. Donc imaginez que là, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en 2 fois plus vite. Hein. Si vous trouvez que je parle vite, vous pouvez demander au jeune homme là qui m'a vu à Piquant, il pourra vous confirmer. Donc en vrac, ce que les architectures de containers apportent aussi, ça va être plus de sécurité. Donc comme j'ai dit, de base, ça ne va pas communiquer. Vous êtes obligé d'explicitement dire quels sont les ports réseau que vous ouvrez. Une fois, à partir du moment où les ports réseau sont ouverts, vous pouvez dire maintenant je ferme tout, sauf ça. Parce que personne ne peut dire ouvre tous les ports réseau, c'est juste pas déployable en pratique. Donc vous dites voilà, moi j'ai juste besoin du port 80. Et vous évitez tous les problèmes de oh là là, mais c'est sans doute le firewall, je vais le couper. De toute façon, ça sert à rien, je suis jamais piraté. De la même façon, vous avez une isolation SE Linux, en tout cas sur ce qu'on propose sur CentOS, Fedora et tout ça. J'imagine qu'il y a également la même chose avec Apermore sur les Ubuntu, où l'idée c'est qu'effectivement, une fois que vous êtes root dans le container, c'est quand même pas trop dur d'en sortir. Parce que vous êtes root, vous pouvez faire ce que vous voulez sur le kernel qui n'a pas été prévu pour ça. Par exemple, vous montez un répertoire de l'extérieur du container dans le container, vous êtes root, vous faites ACTUID, vous sortez, hop, vous êtes encore ACTUID. Formidable. Donc pour éviter ça, SE Linux essaye de bloquer ce genre de choses. On suppose que tout va être bloqué, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment le prouver. De la même façon, pour la sécurité, le code peut être read-only. Si vous avez un serveur, comme je disais, un proxy TLS, il n'a aucun besoin d'écrire nulle part. Si les logs sont exportés, du coup, personne ne peut laisser le moindre malware ou il faut le laisser en RAM. De toute façon, dès qu'il va y avoir une nouvelle mise à jour, tout va être wipé. Et l'idée même, c'est que ce concept d'image en read-only, c'est tellement une bonne idée que ça a été étendu à la plateforme. Donc on en arrive globalement sur Projet Atomic, avec à peu près un quart d'heure pour moi pour parler. Un projet Atomic, c'est le projet sur lequel j'ai bossé quand je suis arrivé dans mon nouvelle équipe. Je suis arrivé en mars 2014 et on devait sortir le projet en avril 2015, courant avril 2015, et quand on dit courant, c'était plutôt début avril que fin avril. Et l'idée, ça a été de tout monter, et on m'a donné carte blanche pour que je puisse, je ne veux pas dire faire chanter les gens, mais quelque part, j'avais un petit peu l'impression que c'était ça, parce que je connaissais tout le monde au département informatique, donc ça a été plus simple d'expliquer qu'il fallait aller vite. Et ça aboutit sur un système qui s'appelle Atomic Host. Donc le concept est assez simple, c'est de mettre à jour votre système comme vous mettriez à jour le firmware de votre téléphone.
pas en récupérant des binaires sur des forums chelous comme ça va être le cas avec les téléphones Android, mais plus en téléchargeant le système et en démarrant sur une nouvelle image. Alors c'est le concept qui est notamment utilisé par CoreOS, c'est le concept qui est utilisé par ChromeOS, où des ingénieurs de Google, enfin les ingénieurs de Google qui ont bossé sur ChromeOS, je pense, se retrouvent sur CoreOS. Ça utilise un logiciel qui est assez vieux, qui était globalement inutilisé, qui s'appelle OS3, où finalement ça va compiler une image de votre système et la distribuer telle quelle, donc comme ce que fait Docker. À la base, c'était pour la QA de GNOME. Donc pour dire à quel point c'était quand même globalement un peu obscur comme fonctionnalité. Et l'idée, c'est d'avoir un guide pour un file system. Vous voulez le mettre à jour et vous télécharger que les différences. Vous voulez démarrer sur une nouvelle version, vous rebootez sur la nouvelle image, vous apercevez qu'il y a une régression, vous revenez en arrière. Alors, le fait de refaire des reboots pour pouvoir mettre à jour, tout le monde n'aime pas ça. Hein, soyons très clair, c'est pas la solution pour tout. Maintenant, si vous êtes dans un monde avec de la redondance ou justement du cloud, ça permet plein de choses. Donc, le retour arrière, comme j'ai expliqué, avec juste des paquets, c'est extrêmement compliqué. Le véritable problème, c'est comme on ne peut pas faire de modifs sur le système, il faut que le système soit prévu pour. Donc nous, on s'en sert pour faire un système tout ce qui est de plus minimal, c'est-à-dire que les gens vont sans arrêt se battre pour déclarer que leur fonctionnalité favorite est minimale. Ça va du NFS, le support de Gluster, le support de Ceph, etc., etc. Donc le projet intègre Docker, systemd et à peu près tout. Par exemple, vous n'avez pas Vim, vous n'avez pas Yum, vous avez que dalle, vous voulez installer quelque chose d'autre, vous téléchargez un container et vous démarrez ce container pour pouvoir... Vous démarrez le container avec des montages fichiers particuliers pour pouvoir installer, faire ce que vous voulez. Ça tire globalement le nom d'une commande qui s'appelle Atomic, qui permet d'installer ou désinstaller des containers Docker en allant parler à tout un tas de choses. Je sais qu'il y a une variante avec Kubernetes. Je ne peux pas vous montrer le tableau parce que je ne sais plus où est-ce qu'il est dans notre documentation interne, mais entre les versions supportées, les versions non supportées, les versions communautaires, les versions avec ou sans Kubernetes, les versions avec ou sans Kubernetes, avec OpenShift, etc. etc. Donc il y a plusieurs variantes. Il y en a une avec Kubernetes, l'idée étant de juste déployer ça sur votre cloud, que par magie ça s'enregistre et paf, vous scalez. Et mes collègues, voyant que c'est le bordel, ont décidé de rajouter encore une couche, avec un projet qui s'appelle Newly Cool. Ça vient des Simpsons, c'est l'unité, d'après Homer Simpson, de l'unité subatomique. Moi qui regarde beaucoup les Simpsons, je ne connaissais pas la référence, et c'est très amusant parce que globalement, à part les Américains, personne n'arrive à le prononcer correctement du premier coup. Donc encore une fois, voilà pourquoi il ne faut pas laisser les développeurs choisir les noms, et que le département marketing est fait pour ça. Et donc, Newly Cool, c'est la spécification atomique. C'est l'implémentation. Donc vous voyez qu'il y a Atomic, donc c'est le bordel. Et l'idée c'est de faire comme dans Inception, c'est attention, d'avoir des containers pour déployer des containers. C'est-à-dire que vous avez un container et dedans vous avez un système qui va vous poser des questions et qui va aller parler à Kubernetes, qui va parler à Docker Compose, à Mesos pour déployer d'autres containers. L'idée c'était de faire ça pour les ISV qui veulent revendre les choses, mais qui en même temps ne veulent pas supporter plein de plateformes. Donc on s'est dit, on va rajouter une plateforme pour pouvoir en supporter moins. C'est en cours d'écriture. Mes collègues cherchent du monde pour travailler sur ça. On cherche également un community manager pour le projet. Et je m'aperçois que je suis à 50 minutes, il me reste 10 minutes, donc si vous avez des questions ou si vous voulez directement aller à la pause parce que j'ai vu qu'il y avait comme un bouffet à côté, n'hésitez pas. Si par la suite vous voulez me contacter, c'est pas compliqué, j'ai toujours pas de compte Twitter, donc n'essayez pas sur ça. Vous pouvez pas vous connecter avec moi à LinkedIn, donc n'essayez pas sur ça. Vous pouvez me contacter par email, donc miss@redhat.com ou miss@zerbe.org, si vous voulez me débaucher ou quoi que ce soit, je dirais sans doute non, mais ou vous pouvez me trouver sur IRC, sur Freenode, sur... Alors j'ai pas mis la liste des trucs, parce que l'écran est pas assez grand, mais vous pouvez me contacter sur Freenode ou poser les questions tout de suite. Et c'est le dernier slide, hein. Vous pouvez le voir, ça c'est noir, c'est qu'il n'y a plus rien. Hein. Pas de questions? Oui. C'est quoi les soucis que tu as rencontrés avec Docker Swarm? J'ai pas utilisé Docker Swarm en fait. J'ai eu un souci avec Docker Compose dans le sens où j'ai une image Docker de base et il les instancie dans le désordre.
C'est-à-dire qu'il utilise l'ordre alphabétique et c'est pas l'ordre que je voudrais. Moi, je voudrais l'ordre dans lequel je les ai mis dans le fichier YAML. Et il y a tout un bug sur quel va être le bon design à faire ça. Donc moi, je contourne en ayant buildé mon image de base à la mano et puis en déployant les deux autres et voilà. Alors mieux, personne n'a de questions, non? Ok, manger, pas de souci.